Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme Jean-Christophe l'a mentionné, aujourd'hui, je suis venue vous parler d'artisanat. Mais avant de parler d'artisanat, j'aimerais ça savoir un peu ce que le mot artisanat évoque chez vous. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui voudraient dire des mots auxquels leur font penser l'artisanat. Oui? Super. Je suis définitivement en présence de personnes qui connaissent un peu plus le domaine. Normalement, quand j'utilise le mot artisan, quand j'ai fondé Quartier Artisan, puis j'utilisais le mot artisan, même les artisans eux-mêmes me disaient que le mot était mal choisi parce qu'au Québec en particulier, l'artisanat fait souvent référence à quelque chose de vieux, à quelque chose de traditionnel. On imagine souvent un oncle dans un rang qui gosse du bois dans son garage. Ils se désignent eux-mêmes comme des designers. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Amérique du Nord particulièrement, nos sociétés économiques ont évolué en même temps que la révolution industrielle qui a eu lieu en 1760. Et par le fait même, nos artisans ont peut-être moins acquis cette notoriété de leurs confrères européens. Lorsqu'on pense aux céramistes de Limoges, par exemple, aux bottiers, aux brodeurs de Chanel qu'on appelle les petites mains, c'est peut-être un peu moins prestigieux que le Cercle des fermières, auquel on fait référence au Québec. Le Cercle des fermières, vous les connaissez, elles ont pris forme au début du 20e siècle au centre du Québec pour créer des objets du quotidien. L'artisanat, donc, en Amérique du Nord, prend racine dans un contexte social qui est très axé sur l'agriculture, le travail, la féminité et aussi la domesticité. C'est le cas des cercles des fermières, c'est aussi le cas du do-it-yourself, qui est un mouvement plus récent, mais qui magnifie l'acte de créer ces objets du quotidien. Malgré les différences qu'on peut avoir de l'artisanat en Europe ou au Québec, il va toujours rester que l'artisanat va faire référence à quelque chose d'identitaire et de symbolique. Parce que justement, comme tu l'as dit, l'artisanat fait référence à un savoir-faire qui, lui, révèle l'identité de l'artisan. Et par l'acte de consommation, on s'approprie finalement le territoire duquel il est issu. Et c'est principalement pour cette raison-là que je pense qu'aujourd'hui, l'artisanat refait résurgence. Ça fait 2 ans que j'ai lancé Quartier Artisan pour cette raison-là, parce que je voyais que dans la communauté où j'étais à Montréal, il y avait une nouvelle génération d'artisans qui osaient faire les choses différemment et j'ai voulu créer un projet qui allait leur permettre finalement d'acquérir les clés de leur croissance. D'ailleurs, j'ai le plaisir et la surprise ce matin d'avoir Cindy Labrec, qui est céramiste de Limoilou et qui, cette année, fait partie de notre accélérateur d'entreprise. Donc, Quartier Artisan, c'est un programme de 6 mois où on accompagne à chaque année 8 artisans qui viennent d'un peu partout à travers la province. On les sélectionne, on les accompagne. C'est différents ateliers, différents modules et ils ont aussi de l'accompagnement individuel. Donc, ça fait 2 ans que je côtoie des artisans dans mon travail. Et donc, l'objectif aujourd'hui avec vous va être un peu à travers ces rencontres que j'ai faites, de vous partager un peu la compréhension que j'ai eue de l'artisanat. Puis à travers cette compréhension, essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui, je pense qu'on fait face à la résurgence de ce mouvement-là. Pour vous mettre un peu en contexte, le métier d'art génère au Canada environ 2,8 milliards de dollars chaque année. À titre comparatif, les arts de la scène génèrent 1,7 milliard et l'architecture 1,2 milliard. Donc, dans le secteur culturel, c'est quand même un secteur d'importance. Au Québec, bon, c'est un peu moins, c'est toujours relatif. C'est environ 300 millions de dollars, puis on estime environ 3 000 le nombre d'artisans dans la province. C'est difficile de quantifier la croissance. Ces données-là, elles datent de 2010 et c'est les dernières qui ont été mises à jour. Mais à travers différents mouvements, on peut déceler cette croissance-là. Tantôt, je vous parlais du do-it-yourself, mais on peut aussi penser au mouvement Makers qui, depuis 2006, prend forme aux États-Unis et qui, en fait, intègre dans leur processus de fabrication beaucoup de technologies comme les imprimantes 3D, les lasers. Vous avez sûrement entendu parler des Fab Labs. Il y a aussi des plateformes comme Etsy, lancée en 2006 à New York, qui aujourd'hui vaut 2,3 milliards de dollars. Etsy, c'est une plateforme, c'est une place de marché, un peu comme Amazon, mais qui vend des produits faits à la main. D'ailleurs, Amazon, il y a 2 ans, a lancé aussi son propre Amazon Handmade. Il y a aussi une plateforme scandinave qui s'appelle Ticktail qui vend ce type de produits-là. Et j'ai le plaisir aussi de vous annoncer qu'on va avoir notre propre marketplace pour les créateurs canadiens qui va être lancé le 23 septembre par Simons. Et j'ai le plaisir de pouvoir participer à ce projet-là. Donc, notez le 23 septembre à votre agenda si vous êtes intéressé à découvrir des créateurs canadiens.
Tout ça pour vous dire que s'il y a des grosses entreprises, finalement, qui s'intéressent à ce secteur-là, c'est parce qu'il y a une demande, mais comme je vous le disais, c'est parce qu'il y a une offre aussi qui se distingue. Ces nouveaux entrepreneurs-là, pour la plupart, ne sont pas forcément issus. Il y en a que oui, comme par exemple Cindy, elle va s'irriter si je dis ça comme ça, mais il y en a beaucoup, du moins, de ces artisans qui sont issus de d'autres parcours que celui du parcours traditionnel de l'artisan. C'est des autodidactes qui n'ont pas forcément passé par les écoles ateliers. C'est des entrepreneurs qui viennent souvent du milieu du marketing ou du jeu vidéo. Par exemple, c'est le cas de Petite Prunelle, qu'on accompagne aussi dans Quartier Artisan, qui, elle, était illustratrice dans un jeu vidéo pour une compagnie de jeux vidéo et qui a décidé de tout laisser à environ 35 ans pour partir son entreprise de poupées faites à la main. Il y a aussi Abitibi Eco, Jean-Daniel, qui était un stratège en marketing, qui a décidé de tout lâcher pour acheter sa shop de canaux en Abitibi-Témiscamingue. Il y a la compagnie Robinson, qui font des accessoires de cuir, qui est aussi un stratège marketing. Donc, quand je leur parle, je leur demande souvent pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire un métier artisanal. Et une des réponses qu'ils me donnent souvent, c'est à cause de l'autonomie que l'artisanat leur confère. Un des premiers à avoir idéalisé la figure de l'artisanat, c'est Marx. Marx qui a été aux premières loges de la révolution industrielle. Et lorsqu'on a commencé à rationaliser les processus de fabrication, l'ouvrier finalement était réduit à répéter un seul mouvement, heure après heure, après heure, après heure. Et selon Marx, ça abrutissait l'ouvrier. D'ailleurs, je tiens à dire que Adam Smith disait la même chose et que pour Adam Smith, il fallait que nos gouvernements investissent dans nos sociétés pour ne pas déshumaniser l'ouvrier. Mais tout ça pour dire que l'artisan, contrairement à l'ouvrier, a le contrôle sur l'ensemble de la production de son objet parce qu'il a un savoir-faire, parce qu'il contrôle ses outils et par conséquent, il y a une certaine autonomie que l'ouvrier n'a pas. Et parce qu'il est autonome, il est aussi libre. Je discutais avec une céramiste, Alexandra Daris, qui me disait souvent qu'elle se faisait approcher par des designers qui venaient la voir puis qui lui demandaient « Ah, est-ce qu'on pourrait faire ça? J'ai pensé à un objet super cool et tout. » Et finalement, elle disait « Non, c'est pas possible. » Alors, je me pose la question, c'est qui est le plus autonome et le plus libre, le designer ou l'artisan? Vous me direz souvent que de plus en plus dans nos sociétés d'économie du savoir, on n'a plus vraiment d'ouvriers. Vous n'êtes plus ouvrier. Jean-Daniel Petit n'était pas ouvrier. Mélissa non plus n'était pas ouvrier. Mais pour certains sociologues, comme Matthew B. Crawford, qui est un peu le père du mouvement Makers aux États-Unis, il vous répondra qu'on n'est peut-être plus ouvrier manufacturier, mais on est ouvrier du savoir. Aujourd'hui, on travaille dans des grosses corporations. Souvent, le travailleur est réduit à faire une partie d'un processus dont ils n'ont pas forcément la vue d'ensemble. C'est le cas, entre autres, de mon copain, qui est un ingénieur qui travaille pour une compagnie française. Il testait des moteurs de Pratt & Whitney, donc c'est quand même super bien, c'est bien payé, mais chaque jour, il répétait les mêmes choses, il faisait les mêmes tests. C'est très abrutissant, puis on ne se reconnaît pas beaucoup dans ce qu'on fait. Et du coup, pour cette raison-là, il y en a plusieurs qui décident justement d'aller vers la voie de l'artisanat, de se réapproprier la matière, de se réapproprier aussi des processus de transformation, d'un savoir-faire, d'acquérir ce savoir-faire-là. Et c'est aussi parce qu'il y a un lien très étroit, je pense, entre l'artisanat, la matière et le savoir-faire, que l'artisanat va toujours avoir quelque chose d'identitaire. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est régie par les lois de la concurrence, par le profit. Puis vous le verrez, vous allumez la télé, des thématiques comme les frontières, comme le territoire, comme la religion, comme la spiritualité sont des thématiques de plus en plus importantes qui prennent beaucoup d'espace. D'ailleurs, Bourdieu disait que pour se réapproprier des produits de masse, il fallait toujours avoir accès à un certain capital social pour créer du sens dans notre environnement puis créer cette individualité. Et je pense que l'artisanat, justement, parce qu'elle relève d'un savoir-faire qui est unique à l'artisan, rend l'objet qu'on regarde authentique et nécessairement, on souhaite le consommer. Pourquoi est-ce qu'il est authentique? Il y a plusieurs raisons, puis je ne dis pas que j'ai toutes les raisons, mais du moins ce que j'ai pu comprendre à travers les rencontres que j'ai eues. D'abord, c'est parce qu'une entreprise artisanale, c'est une entreprise de proximité. L'une des premières proximités que l'artisan entretient, c'est avec sa matière et avec son espace géographique. C'est moins le cas aujourd'hui parce que, par exemple, des maroquiniers, ça, c'est 1000 jours, qui est une maroquinière de Montréal. C'est sûr que son cuir, il ne vient pas du Québec parce qu'on n'a quasiment plus de producteurs de cuir, mais généralement, les artisans, et surtout traditionnellement, utilisaient de la matière qui venait de leur environnement géographique.
être artisan, c'est choisir une matière de prédilection à travers laquelle on veut exprimer notre créativité. Donc, c'est sûr que le respect pour cette matière-là est très grand. C'est des gens qui vont justement favoriser un certain respect de l'environnement et qui vont vouloir le moins possible dénaturer finalement cette matière-là. Donc, cette proximité géographique avec la matière reste très importante. Et Bénard Percussion, qui est un batteur, en fait, il fait des batteries, qui est dans la région de Mégantic, il n'utilise que des bois du Québec pour faire ses batteries, même s'il pourrait utiliser des bois exotiques pour arriver à développer différentes sonorités. C'est quelque chose qu'il ne fait pas justement par la connaissance qu'il a de son environnement, la connaissance du bois qui l'entoure. Puis ça permet à son processus d'être ancré aussi dans un certain contexte régional et territorial. Parce que justement, bon, ben, la matière, elle reste... Elle est par association associée à un territoire. Souvent, le savoir-faire qui va en découler va aussi être particulier à cette région-là. Et si c'est moins le cas aujourd'hui, reste que le processus de fabrication va être inspiré par le contexte social dans lequel vit l'artisan. Tu sais, je vous disais tantôt que l'entreprise artisanale, c'était une entreprise de proximité. C'est des petites structures. Donc, l'artisan est toujours en contact direct avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec son environnement social. Et comme beaucoup d'objets culturels, d'ailleurs, cet environnement-là va nécessairement inspirer le processus de fabrication de cet objet-là. J'étais super étonnée. J'ai fait mon mémoire à HEC, qui d'ailleurs n'est pas fini, mais qui, j'espère, va l'être en juillet. Je faisais des focus group avec les différents artisans qui ont participé aux activités de quartier artisan. J'en ai fait un avec des anciens accélérés, donc des anciens artisans que j'ai accélérés. Puis je leur demandais, en fait, quelles ressources avaient été vraiment importantes dans le développement de leur entreprise. Puis, à tout coup, le client faisait partie des 3 principales ressources. Puis de ce que je comprends à force de rencontrer ces artisans-là, c'est à quel point le client est important dans la co-construction de l'identité de la marque de l'entreprise artisanale. Et ce rapport-là qu'ils sont capables de développer avec leurs clients est extrêmement important et fait aussi partie des raisons pour lesquelles ils veulent pratiquer ce métier-là. C'est aussi un métier de relation, être artisan. Un exemple assez, je pense, flagrant de ce phénomène-là, c'est celui de Michel Pellerin. Alors, Michel Pellerin, c'est un ébéniste qui vient de Shawinigan. Il est connu aussi pour être un récupérateur. Dans le fond, lui, il récupère des vieilles bâtisses, donc ça peut être des fermes, des maisons, etc. Il récupère l'ensemble de la structure, donc même les clous qu'il récupère, et il en fait des énormes tas dans sa cour. Donc, quand un client arrive pour un meuble, ben, il lui fait faire le tour de sa cour à scrap, puis il raconte en même temps ben, les histoires des propriétaires des maisons qu'il a récupérées. Donc, le clou de tel, le bois de scie, etc., etc. Puis, pendant qu'il raconte ces histoires-là, il regarde toujours à quel moment le client a accroché sur un bout d'histoire ou quel élément a suscité son intérêt, etc., pour qu'après, ben, il reprenne finalement les éléments matériels qui ont suscité l'intérêt du client pour faire le meuble. Et du coup, il est capable de faire le pont entre la matière, mais l'histoire aussi passée, son histoire à lui comme artisan et avec l'histoire du futur propriétaire. Et c'est cette co-construction sociale autour de l'objet qui finalement donne du sens à l'objet que le propriétaire achète. C'est aussi pour ça, je pense, que l'artisanat va continuer à perdurer et c'est pour ça aussi que l'artisanat nous rappelle à quel point notre identité, elle est forgée par la matérialité de notre environnement.